Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre dans cette session d'information sur Ecofin Télévision. Lors de son discours à la deuxième édition du Global Gateway Forum 2025, tenu ce 9 octobre à Bruxelles, en Belgique, le président de la République, Félix Tshisekedi, a réaffirmé l'engagement de son pays, la RDC, pour une profonde transformation énergétique, numérique, démographique et écologique. Le chef de l'État a également souligné que son pays est engagé à faire du corridor des Lobito un levier d'intégration régionale, de souveraineté logistique et d'industrialisation, avec pour objectif de transformer davantage en Afrique, de créer des emplois de qualité et de fluidifier les échanges continentaux. On l'écoute. La République démocratique du Congo vient à Bruxelles avec une conviction simple. Nous offrons des solutions. Pays continent au cœur de l'Afrique, riche de ressources stratégiques et d'une jeunesse audacieuse, mon pays est engagé dans une transformation profonde, énergétique, numérique, démographique et écologique, et il souhaite l'ancrer dans un pacte de maturité avec tous ses partenaires, notamment l'Europe, un partenariat d'égal à égal, aligné sur les priorités de nos peuples et ouvert au co-investissement privé. Dans cette dynamique, permettez-moi de vous présenter quelques initiatives phares portées par la République démocratique du Congo et en lien direct avec les piliers du Global Gateway. Il y a en premier lieu le corridor de Lobito. Aux côtés de l'Angola et de la Zambie, la République démocratique du Congo s'est engagée à faire de ce corridor un levier d'intégration régionale, de souveraineté logistique et d'industrialisation. Un investissement initial de plus de 1,6 milliard de dollars américains permettra d'ici 2030 de tripler la capacité d'exportation annuelle de minerais critiques de 3 à 10 millions de tonnes. La modernisation et l'extension de la dorsale ferroviaire, longue de 1300 km, reliant les zones minières de la Copper Belt à l'océan Atlantique, ne vise pas seulement à transporter des minerais, elles doivent ancrer des chaînes de valeur locales avec des zones économiques spéciales, des hubs logistiques, des plateformes de transformation, des centres de formation en cohérence avec la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Et puis, je l'ai annoncé dans la vitrine de cette édition du journal, la deuxième journée de la 10e édition d'Expo Béton s'est poursuivie ce jeudi 9 octobre au Centre culturel de Kinshasa. L'ouverture de panel a été lancée par le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samalukonde. Les réflexions à ces jours ont porté sur la capacité pratique de mobiliser 100 milliards de dollars américains pour la reconstruction de la République démocratique du Congo après une période post-conflit. Igor Buaka et Joe Manana étaient les témoins de l'événement. 100 milliards de dollars américains pour rebâtir la République démocratique du Congo. Cette enveloppe peut paraître à première vue utopique à mobiliser dans un pays dont le budget annuel ne dépasse pas à ces jours noté le 1/4 de cette ambition affichée. Pourtant, c'est l'idéal vers lequel les autorités veulent tendre pour catalyser la transformation du pays après la période post-conflit. Comment alors y parvenir? Pour le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Gueffa, l'un des panélistes, quelques préalables se posent notamment en ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires. Le climat des affaires demeure grevé par l'insécurité juridique, la méfiance des investisseurs, la corruption, la lenteur de procédures et la lourdeur administrative. La maximisation des ressources internes au travers du paiement des impôts n'est pas le moindre dans la réalisation de cet objectif, a insisté le directeur général de la DGI. Et puis, pendant la guerre, construire les écoles, les universités et autres. Ce sont les faits réels pour vous dire qu'un pays ne peut pas se développer
sans l'impôt. Toutefois, le financement ne constitue pas l'unique obstacle pour le développement du pays. Une bonne gouvernance s'impose, a fait savoir Albert Zefak, directeur pays de la Banque mondiale. Que faut-il faire? Je pense que reconstruire l'économie congolaise, la stabiliser post-conflit, c'est plus qu'une affaire de financement. Il faut une transformation et il faut saisir cette situation comme une vraie opportunité de transformation économique et sociale. Lancée par le président de la Chambre haute du Parlement, cette deuxième journée de la 10e édition d'Expo Béton a placé les bases d'une profonde réflexion sur l'impératif de reconstruire les villes congolaises. On change de registre à présent au cours d'une conférence de presse tenue le mercredi 8 octobre 2025. Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, est revenu sur la cohérence stratégique de la RDC dans le processus de Washington, avec à la clé la paix comme préalable à la signature de l'accord d'intégration économique régionale. Cette conférence a permis de réaffirmer la ligne claire et assumée du gouvernement congolais. Suivez. S'exprimant devant la presse, le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya a expliqué pourquoi le gouvernement congolais n'a pas signé les documents devant consacrer la naissance du cadre d'intégration économique régionale. Selon lui, Kinshasa a estimé que les conditions de paix n'étaient pas encore réunies sur le terrain pour permettre la conclusion d'un tel accord. Le président de la République, conformément à sa vision, est resté cohérent et nos négociateurs à Washington ont pris la position, le choix de ne pas signer. Cela ne veut pas dire que le travail qui avait été fait par nos experts, les experts américains et les experts rwandais, tombe à l'eau. C'est un travail qui pourra évidemment s'appliquer les moments venus lorsque les conditions d'un retour d'une paix que nous voulons définitive et durable seront réunies. Et donc, nous, dans le cadre de nos objectifs, c'est d'abord la paix définitive, la paix durable. Ensuite, on peut parler des développements. Ensuite, on peut parler d'échanges. Comment on peut penser pouvoir faire de l'économie dans un décor où, matin et soir, nos populations sont assassinées, où la gouvernance par crime s'est érigée en règle. Et donc, c'était pour nous un point sur lequel nous ne pouvons pas transiger. Ceci dit, dès que l'application de l'ordre opérationnel donnera les résultats escomptés, en ce moment-là, on pourra évidemment relancer la signature d'un document qui a été bien apprêté. Patrick Mouyaya, par ailleurs, soulignait que la République démocratique du Congo demeure résolument engagée dans l'application de l'accord de paix signé à Washington, précisant que Kinshasa reste disposé à signer le cadre d'intégration économique une fois l'accord est pleinement appliqué. La série de consultations se poursuit au ministère du Budget. Le mercredi 8 octobre, le vice-premier ministre Adolphe Muzito a reçu dans son cabinet de travail une délégation du syndicat national de médecins, SINAMED, venue plaider entre autres pour la majoration de leur rémunération. D'autres détails en images et commentaires. Le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, poursuit sans désemparer ses consultations avec les différents partenaires sociaux. Cette fois-ci, le tour de la délégation du syndicat national de médecins qui est venu dans son cabinet de travail. Leurs revendications, l'amélioration de leur rémunération, le paiement de la prime de risque professionnel et la paye complémentaire. Dans la foulée, cette représentation du SINAMED s'est dite satisfaite des assurances données par le VPM Muzito. Nous en avons profité pour présenter quelques problèmes qui sont urgents à résoudre, notamment en ce qui concerne la consolidation de notre rémunération, c'est-à-dire que les médecins qui sont payés en paie complémentaire doivent pouvoir plutôt apparaître sur l'état liquidatif ordinaire et être payés régulièrement que d'attendre les 3 mois que ça fait pour qu'ils soient rémunérés. Nous en avons aussi profité pour parler des problèmes de la rémunération du personnel de santé en général et particulièrement celle des médecins, mais aussi de quelques projets sociaux que nous avons. Et je pense que là-dessus, le vice-premier ministre, ministre du Budget, a été très attentif et très positif par rapport à nos doléances. Nous sommes très rassurés parce que je pense que nous allons encore revenir ici pour présenter les chiffres
qui nous a demandé dans une petite commission, et nous serons disposés à pouvoir accompagner le gouvernement et particulièrement le vice-premier ministre. Et nous sommes totalement satisfaits de cette audience aujourd'hui. Cet engagement du vice-premier ministre Muzito traduit sa détermination à répondre favorablement aux revendications de différentes catégories socio-professionnelles. Et autre chose dans cette édition du journal, le réseau de jeunes parlementaires a réaffirmé ce mercredi 8 octobre 2025 son soutien aux politiques industrielles actuelles auprès du ministre d'État en charge du budget, ou plutôt du ministre d'État en charge de l'industrie, ex-ministre du budget Aimé Boji Sangara, lors d'une séance d'échange jeudi à Kinshasa sous le thème « Le défi de l'industrialisation de la République démocratique du Congo ». Regardez. Le ministre d'État en charge de l'industrie, Aimé Boji, a salué cet engagement des jeunes parlementaires, les qualifiant des preuves de maturité politique et citoyenne. Il a souligné l'importance d'une telle mobilisation pour accompagner les efforts de transformation économique du pays. Au terme de cette séance d'échange, le président de ce réseau donne des précisions. Le réseau de jeunes parlementaires vient de rencontrer le ministre d'État, son Excellence Monsieur le ministre Boji en charge de l'industrie, pour parler des politiques industrielles en faveur de la jeunesse ici en République démocratique du Congo. Le réseau des jeunes parlementaires, fort de plus de 120 députés nationaux, est aujourd'hui une force politique réelle au sein de l'Assemblée nationale. Et la rencontre avec son Excellence Monsieur le ministre d'État s'est tenue dans le cadre de la vision du chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui désire avoir une jeunesse forte, une jeunesse ambitieuse, une jeunesse qui veut faire en sorte que notre pays retrouve le chemin de la croissance économique. Au solde des échanges, nous nous estimons satisfaits, car son Excellence Monsieur le Ministre a su tendre l'oreille à nos préoccupations, celle de la jeunesse parlementaire. Le ministre a en outre rappelé le fait que la réussite du développement industriel repose sur une synergie entre les institutions publiques, le secteur privé et la jeunesse, qu'il considère comme le véritable moteur de la transformation économique du pays. Et prenant ses vols direction le Kasaï central où le ministre de la Santé publique, Samuel Roger Kamba, a pris part à une importante séance de travail avec une délégation de la direction provinciale de la santé en lien avec l'épidémie d'Ebola. Ces échanges ont permis de mettre en lumière les efforts déjà entrepris par la dite direction et de passer au crible les difficultés, défis et besoins prioritaires auxquels le secteur fait face dans la province. Au cours de cette rencontre, la délégation provinciale a présenté au ministre les difficultés, défis et besoins prioritaires auxquels le secteur de la santé fait face dans la province. Ces échanges ont donc permis de mettre en lumière les efforts déjà entrepris par la direction provinciale de la santé dans le cadre de la préparation à une éventuelle réponse rapide, notamment l'élaboration et la mise à jour du plan des contingences provinciales, la mobilisation du personnel de santé dans les zones frontalières avec l'espace Kasaï, le renforcement de la surveillance épidémiologique à travers les zones de santé à risque, entre autres. C'est vrai, nous lui avons présenté nos difficultés, les défis, les problèmes que fait face notre province dans le secteur de la santé. Et bien évidemment aussi par rapport aux préparatifs de la riposte contre cette maladie à virus Ebola qui a attaqué nos voisins et notamment la province du Kasaï à travers sa zone de santé de Boulapé. Et les dispositions ont été déjà prises au niveau de notre province du Kasaï central parce que tous nos équipes étaient à pied d'œuvre et que le plan de contingence a été déjà fait. Et c'est ainsi que nous avons dû présenter ces difficultés et les activités déjà réalisées aussi dans le cadre de cette poste à l'autorité qui est son Excellence Monsieur le ministre national de la Santé.
Le ministre national a salué ces efforts et a rassuré la province du soutien du gouvernement central à travers la fourniture de moyens logistiques, la formation du personnel et l'appui en ressources humaines et matérielles nécessaires à la préparation de la riposte contre l'épidémie d'Ebola. En République démocratique du Congo, la société civile s'active autour du couloir vert Kivu-Kinshasa, un projet écologique d'envergure nationale porté par le réseau pour l'éducation aux droits de l'homme en partenariat avec la Fondation Virunga et l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN, à travers notamment un atelier qui s'est clôturé le jeudi dans la capitale congolaise Kinshasa. Ces projets est un levier des développements durables, des résiliences climatiques et d'intégration territoriale en République démocratique du Congo. Jonathan Makila. La société civile de Kinshasa se mobilise autour d'un projet écologique ambitieux et plein d'espoir pour le développement durable de la République démocratique du Congo, les couloirs verts Kivu-Kinshasa. Organisé par les réseaux pour l'éducation aux droits de l'homme, en partenariat avec la Fondation Virunga et l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN en sigle, cet atelier national s'est tenu pour valoriser cette initiative majeure. Ces couleurs verts est appelé à devenir un lien écologique vital concernant l'Est et l'Ouest du pays. L'objectif de ces projets est triple: renforcer la résilience climatique, stimuler l'économie verte et favoriser la connexion entre les territoires en s'appuyant sur une vision inclusive et profondément respectueuse de l'environnement. C'est une stratégie qui fait de la nature un levier de croissance tout en plaçant les communautés locales au centre de la gouvernance. Le directeur général de l'ICCN a d'ailleurs réaffirmé l'engagement de son institution à collaborer étroitement avec toutes les parties prenantes. Il a souligné que la réussite de cette initiative pourrait à terme redéfinir l'engagement du territoire congolais et servir de modèle pour toute la région des Grands Lacs. Ces projets marquent un tournant écologique et citoyen pour la RDC, affichant sa détermination à bâtir son avenir en harmonie avec la nature. Après la baisse du prix de produits pétroliers dans la zone ouest du pays, la synergie des associations pour la défense des droits des chauffeurs a salué les efforts du gouvernement. Son rapporteur, Eric Manyanga, a fait toutefois savoir qu'il y a de préalables concourant à l'établissement d'une nouvelle grille tarifaire du transport en commun, notamment le problème des monnaies divisionnaires et les manques de financement pour la sensibilisation des conducteurs de transport en commun. On l'écoute justement dans cet extrait. Suivez. Nous avions tous écouté les vice-premiers ministres, ministre de l'économie nationale, son Excellence Daniel Mukoko Samba, qui avait annoncé la baisse des prix des carburants. Et c'est vraiment effectif depuis hier. Et aujourd'hui, nous avons remarqué dans les stations, il y a la baisse des prix des carburants. Alors, par rapport au transport en commun, nous disons les 10% qui a été rabais normalement, et la commission tarifaire devait être convoquée. Les transports urbains dans chaque ville est géré par les ministères provinciaux. Voilà la raison pour laquelle ici, à la ville de Kinshasa, si nous voulons les rabais du prix du transport en commun, la commission tarifaire devait être convoquée par la ministre provinciale de l'économie et des finances, là où nous discutons des prix des transports par rapport à la baisse du prix des carburants et aussi à la baisse des taux de dollars sur les marchés. En attendant que la commission soit convoquée, nous demandons seulement aux chauffeurs de respecter la grille tarifaire qui est en vigueur, qu'ils puissent respecter la grille tarifaire qui est en vigueur. Et aujourd'hui, nous observons, les autres respectent, les autres ne respectent pas, mais nous appelons aux chauffeurs, nous faisons la sensibilisation pour que les chauffeurs respectent d'abord la grille qui est en vigueur en attendant. Et si la ministre provinciale des Finances convoque la commission tarifaire, là nous allons aller pour discuter par rapport à cela. Mais nous, il y a toujours un problème qui se pose. S'il peut y avoir les rabais des prix des transports, nous allons voir aussi les monnaies divisionnaires qui créent souvent
des difficultés. Normalement, la ville de Kinshasa nous avait promis les moyens pour la sensibilisation, ce qui n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui. Alors les chauffeurs préfèrent peut-être, s'il y a des embouteillages, faire le choix de faire un peu à l'excès. Mais nous demandons toujours aux chauffeurs de respecter aussi à la population de revendiquer leurs droits. Et j'ai évoqué ces sujets au sommaire de cette édition du journal, annoncé récemment par le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba. La baisse du prix du carburant à 10% dans la zone ouest du pays est désormais effective. Le litre de l'essence est passé de 2990 à 2690 francs congolais. À titre d'exemple, une mesure largement saluée par les Kinois interrogés ce jeudi 9 octobre à Kinshasa par nos reporters Michel Kachama et Ruben Manata. La baisse du prix du carburant est désormais effective dans la zone ouest de la République démocratique du Congo, notamment dans la ville de Kinshasa. Cette annonce du vice-premier ministre de l'économie nationale, Mukoko Samba, est ainsi rapidement matérialisée, comme en témoignent les prix affichés par cette station-service, ici au rond-point Kitambo Magasin. Le litre d'essence est passé de 2990 à 2690 francs congolais, c'est jeudi 9 octobre. Bien que quelques stations n'aient pas ouvert, la dynamique des réductions des prix est clairement lancée. Les Kinois interrogés estiment néanmoins que l'État devrait s'impliquer davantage pour assurer l'accompagnement et la bonne application de ces nouvelles dispositions tarifaires. Effectivement, je pense qu'avant que les gouvernements puissent prendre au moins cette belle décision de la baisse du carburant, nous supposons, nous en tant que peuple congolais, nous supposons qu'il y a eu échange entre les opérateurs économiques. Je pense que c'est quelque chose à apprécier et à encourager. Il revient au gouvernement de faire des suivis, hein. C'est important. Parce que toute mesure sans suivi, ça ne sert à rien. Cette mesure, qui intervient dans un contexte d'appréciation significative du franc congolais sur les marchés d'échange, est donc saluée par les Kinois. Et voilà, c'est par ici qu'on boucle cette session d'information. Merci à ceux qui nous suivent depuis la ville de Kananga, au Kasaï central et partout ailleurs à travers la RDC et à travers le continent africain. Rendez-vous demain à 20h. Au revoir.